Heureux. Bonjour encore. Vous pouvez voir, on est accompagné sur ce plateau de Alain Jorissen. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Si on t'a proposé de venir aujourd'hui, c'est parce que ça fait un petit moment avec Jonas qu'on se disait, bon, on aimerait bien faire une émission avec un invité qui va nous parler d'astronomie, parce que nous, c'est des thèmes un peu fascinants, un peu lointains, qu'on maîtrise pas trop, et on voulait un peu débunker certaines idées avec un scientifique avec nous sur le plateau pour nous expliquer le tout pourquoi ça. du comment. Parce que c'est vrai que tout le monde a un peu une idée de ce que peut faire un astronome ou de ce que c'est l'astronomie. Maintenant, est-ce que c'est précis, est-ce que c'est vérifié ou non, on va le voir aujourd'hui. Et du coup, Alain Jorissen ici présent est astrophysicien. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste être astrophysicien? Dans la vie quotidienne? Oui, ce que tu fais, ce que tu étudies, voilà. Mais donc, l'astrophysique, c'est la science qui applique la physique aux astres. Et c'est une science qui est née, je dirais, dans le courant du 19e siècle, avec les progrès de la physique. On s'est rendu compte que les lois de la physique s'appliquaient à l'univers entier et qu'il y a un principe qu'on appelle d'ailleurs le principe cosmologique qui dit que précisément les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs partout dans l'univers. Donc ce qui évidemment est un postulat requis pour appliquer notre physique terrestre à l'ensemble de l'univers. Donc c'est ça l'objectif de l'astrophysique, c'est d'expliquer les comportements des astres par les lois de la physique. Et alors récemment, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, parce qu'on a repéré que tu avais participé à l'élaboration de la 3e édition du catalogue Gaia. Oui. C'était une mission lancée par l'ESA, excusez mon accent Agence anglais. spatiale européenne. On va dire l'Agence spatiale européenne. Voilà, le but de cette mission, c'est de rédiger le catalogue le plus grand et le plus précis de la Voie lactée. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette mission? Oui, donc... alors attendez, on me dit dans le chat qu'on n'entend pas bien, Alain, donc je vais peut-être remonter un peu ton micro si ça ne te dérange pas. Voilà, hop, je le mets ici. Hop là, normalement ça devrait être mieux. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Bien sûr. Donc la mission Gaia, qui s'appelle aussi comme surnom le grand arpenteur de l'univers, a pour mission de cartographier les positions et les mouvements de 2 milliards d'étoiles de notre galaxie principalement et de ses voisines les plus proches. Mais 2 milliards, ça reste, ça paraît grand dans l'absolu, mais en fait c'est une fraction très modeste des 200 milliards d'étoiles que compte notre galaxie, mais c'est un grand bond en avant parce que le prédécesseur de Gaia, qui s'appelait Hipparcos, qui a fonctionné entre 89 et 93, a cartographié 118 000 étoiles. Donc là on est passé à 2 milliards et l'Europe fait figure de pionnière et de leader dans le domaine de ce qu'on appelle l'astrométrie spatiale, qui est la partie de l'astronomie et de l'astrophysique qui s'intéresse à la cartographie et à l'étude des mouvements des astres, en particulier dans notre galaxie. Alors, tu dis que c'est une petite fraction des astres qu'on peut recenser. Maintenant, ça reste quand même un travail titanesque. Oui. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on travaille au recensement de ces astres-là? Eh bien, donc, c'est un satellite qui fait ça pour nous. Il a été lancé en décembre 2013. Et il fonctionnera jusqu'en 2025, date à laquelle il aura épuisé son carburant, ce qui l'empêchera de faire les petites corrections d'orbite nécessaires pour assurer son fonctionnement optimal. Et donc c'est un satellite qui fonctionne en mode parfaitement automatique. Donc il a été programmé pour faire un balayage du ciel d'une manière astucieuse, et il nous envoie seconde après seconde les résultats de ces observations, donc qui sont en fait des positions sur le ciel. Et puis après ça, on est 450 en Europe, 450 astronomes, à réduire toutes ces données, c'est-à-dire les transformer en données utilisables, et ça met en œuvre les plus grands calculateurs électroniques d'Europe. L'un se trouve à Barcelone, l'autre au Centre national d'études spatiales de Toulouse, il y en a encore un autre à Genève, un autre à Cambridge. Et voilà, et puis une fois que les calculs sont réalisés, on valide les logiciels, on les améliore,
Et donc, comme on ne voulait pas publier cet amas énorme de données en une seule fois, on a décidé de progressivement rendre public certains pans de données. Il faut savoir qu'à l'issue de la mission, on évalue à 3 pétabytes le volume de données qui aura été généré. Alors, je sais pas si... moi, je n'ai aucune idée de à combien ça équivaut. C'est encore au-dessus des terrains. Alors, donc on part de l'unité, puis on va au millier, c'est le kilo, au million, c'est le méga, au milliard, c'est le giga, puis on a 1000 milliards, c'est le téra, et 1 million de milliards, c'est le péta. Il faudra beaucoup de clés. Donc ça fait, donc actuellement, zéro, ouais. on a des disques durs qui font quelques térabytes. Donc ça veut dire on va remplir en fait 1000 disques de 3 térabytes de données. Et concrètement, alors une recherche comme ça a l'air énorme, mais quel est son intérêt en fait finalement? Alors, l'intérêt, l'intérêt c'est satisfaire la curiosité de 450 astronomes dans l'Europe. Hein. Est-ce que c'est pas suffisant, franchement? Et en fait, on pouvait dire la même chose de Newton il y a 400 ans. Quel était l'intérêt des travaux de Newton? C'était de satisfaire sa curiosité parce qu'il se posait beaucoup de questions sur le fonctionnement de notre système solaire du point de vue de la gravitation. Mais 400 ans plus tard, c'est quand même les travaux de Newton qui nous permettent d'explorer le système solaire grâce aux sondes robotisées. C'est ce qui nous permet de lancer les satellites de télécommunication. Donc la réponse à la question n'est pas tellement à quoi cela va servir, mais quand cela va servir. Donc aujourd'hui, on a déjà des cartographies de la galaxie. Donc on a des petits logiciels, un peu de jeu avec les lunettes de réalité virtuelle, et on peut s'amuser à piloter une sonde spatiale virtuelle au travers de la galaxie. Mais bon, ça c'est pour la boutade. En réalité, il y a énormément de questions scientifiques qui sont sous-jacentes à l'étude des mouvements d'étoiles dans la galaxie. Par exemple, quelle est la quantité de matière noire qui existe dans notre galaxie, si tant est qu'il y en a dans la galaxie. Et cette question de la matière noire, de la présence de matière noire, elle-même ouvre vers la nature fondamentale de notre univers en termes de particules. Quelles sont les particules? Quels sont les types de particules? Est-ce qu'elles émettent du rayonnement lumineux ou pas? Donc on est là au cœur de toute une série de questions sur la nature fondamentale de l'univers. Mais bon, je veux dire, c'est pas vraiment le lieu ici pour décrire l'ensemble des choses qu'on peut étudier, parce que ça prendrait des heures. C'est peut-être plus difficilement accessible aussi. Oui. Juste, je vais quand même poser une question là-dessus parce que ça m'intéresse, on n'avait pas prévu, mais bon, pourquoi pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Est-ce qu'on peut préciser ce qu'on entend par matière noire? Parce que je pense que c'est assez c'est de la matière. C'est de la matière qui n'émet pas de lumière. C'est de la matière qui a de la masse, mais qui n'émet pas de lumière. Un exemple, ce sont les objets eschatologiques, comme on dit en langage biblique. Donc ce sont les objets qui sont arrivés, donc ce sont les étoiles qui sont arrivées en fin de vie, et qui laissent derrière elles des astres massifs mais non lumineux. Alors on en connaît de 3 catégories. Les plus connus dans le public sont les trous noirs, forcément. Puis leurs petites sœurs, ce sont les étoiles à neutrons. Et puis leurs encore plus petites sœurs, ce sont les étoiles naines blanches. Naine blanche étant un objet, pour fixer les idées, un objet de la taille de la Terre, mais de la masse du Soleil. Donc on doit imaginer le Soleil, 700 000 km de rayon. On va le concentrer dans un volume qui correspond au volume de la Terre, 6 000 km de rayon. Et donc ça donne un astre hyper dense, au point que une cuillère à café de la matière d'une étoile naine blanche pèse 1 million de tonnes, si mes souvenirs sont bons. Une cuillère à café. Et puis si on poursuit, on est aux étoiles à neutrons, on va vers les étoiles à neutrons qui sont encore plus denses, la masse du Soleil concentrée cette fois dans une sphère de la taille de la ville de Bruxelles,
disons à 2 dimensions. Ce serait la taille de Bruxelles à 2 dimensions, donc 6 km de rayon. Et les trous noirs, c'est 2-3 km de rayon. Le catalogue Gaia, c'est une initiative européenne, et tu as dit, c'est aussi un petit aparté que je me permets, tu as dit au début de ton intervention qu'en Europe, en tout cas, on était performant dans le domaine. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup médiatiser la NASA, à beaucoup parler de la NASA, mais en Europe, on peut se vanter d'avoir de bonnes initiatives. Absolument. En fait, depuis, je dirais, 30 ans maintenant, grosso modo, 30 ans, l'Europe est à la pointe de la recherche en astronomie spatiale. Donc l'Europe nous offre des télescopes. Enfin, c'est pas l'Europe, c'est l'Agence spatiale européenne, parce qu'il n'y a pas une bijection entre l'Union européenne et les pays de l'Agence spatiale européenne. C'est à peu près la même chose, mais pas tout à fait. Donc la Belgique est un des membres fondateurs, un des pays fondateurs au début de la décennie 1960. Et en fait, depuis, je dirais, 1985, par là, toutes les missions de l'Agence spatiale européenne sont d'énormes succès scientifiques. Ce sont des missions inédites. Et l'explication est double. D'une part, c'est évidemment la qualité des scientifiques européens, d'une part. Et d'autre part, c'est la planification, la budgétisation des missions qui se fait sur le long terme. C'est-à-dire que le budget de l'Agence spatiale européenne se fait sur une durée de 10 ans. Et une fois qu'une mission est décidée, elle ne sera pas annulée, sauf problème. Ça permet de voir un peu à long terme. Ça permet de planifier à long terme, voilà. Et c'est ça qui, à mon avis, fait la force de l'Europe, au point que il y a de cela 20 ans, début de la décennie 2000-2010, j'étais à Paris pour une conférence dont les participants réfléchissaient à la mission Gaia, qui allait être lancée 10 ans plus tard. Et en fait, il y avait des Américains et des Japonais au premier rang qui photographiaient toutes les diapositives qui étaient présentées. Donc c'était de l'espionnage scientifique, en fait, dans le sens Europe vers Japon, États-Unis. Donc voilà. Et comment on peut expliquer, si l'Europe est si à la pointe dans ce domaine, comment on peut expliquer le fait qu'on entend si peu parler en fait dans les médias? Et je pense que, je sais. Moi, je m'y intéressais, je savais qu'il y avait une agence spatiale européenne, je ne savais pas qu'elle était autant à la pointe que ça, parce qu'on entend quand même beaucoup plus parler de la NASA, finalement. Oui, mais c'est dans nos gènes. C'est dans la culture aussi. La modestie est dans nos gènes. Et l'arrogance est dans les gènes américains. Et donc, je peux raconter une petite anecdote. Un jour, un journaliste du soir m'appelle et me dit « Monsieur Jorissen, la NASA vient d'annoncer la découverte d'une exoplanète de type d'une super Terre. » Je lui dis, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est jamais que la 5e fois qu'elle fait cette annonce. Et donc, le lendemain, dans le journal Le Soir, on voyait le titre suivant, l'astrophysicien belge Jorissen affirme que la NASA exagère ses découvertes. Et je maintiens l'affirmation. Vous assumez. J'assume. Et donc, je dis que c'est dans nos gènes, parce que quand j'étais au début de ma carrière scientifique, que j'allais à des conférences, j'avais l'impression d'être un moins que rien, ce qui est peut-être le cas, mais en sciences. Mais avec les années qui ont passé, j'ai compris qu'en réalité, c'est parce que les Américains sont rodés à défendre bec et ongle leurs travaux scientifiques, et ça n'est pas dans notre culture d'être Voilà, et donc c'était perturbant au début, mais maintenant je suis totalement rassuré sur la question, parce que je suis très heureux de participer à la grande aventure qu'est la réalisation de ce catalogue de 2 milliards d'étoiles de notre galaxie. Et on a Margella dans le chat qui dit « J'adore les explications d'Alain, ça me rappelle ma passion quand j'étais ado ». Justement, c'était aussi mon cas. On peut... attends, je lis celui de Elisa juste en dessous. Nous, Européens et surtout Belges, on se met moins en avant, c'est certain. La NASA et les Américains. Ben voilà. Tout est dit. Je pense que du coup, on peut rebondir sur ce commentaire-là. Rebondis donc. Merci Jonas. Parce que justement, je pense que l'espace, en tout cas tout ce qui est au-delà de notre planète Terre, ça fascine. Voilà, ça fait naître, ça fait fleurir des imaginations. On s'y intéresse, même moi, je porte un certain intérêt là-dessus. Je sais que dans ma famille aussi, parmi mes amis, bref. Et on retrouve beaucoup ça aussi dans des œuvres comme par exemple la science-fiction. Et il y a un des thèmes qui est souvent abordé par la science-fiction, et tu as parlé juste avant d'exoplanètes, donc je vais aussi rebondir là-dessus, c'est si jamais
la planète Terre se meurt, on va chercher une autre planète potentiellement habitable, etc. On a vu ça dans Interstellar, par exemple, quand ils envoient des équipes d'astronautes à la recherche d'autres planètes vivables, en tout cas. Je reprends mes notes. On va commencer par, je pense, une simple définition. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est, ce qu'on entend par exoplanète? Oui, donc c'est très simple. En fait, toutes les planètes, les 8 planètes de notre système solaire sont attirées par le Soleil, mais bon, elles ne tombent pas sur le Soleil, elles tournent autour du Soleil, et donc on parle de système solaire, c'est-à-dire le système de planètes entourant le Soleil. Et depuis très longtemps, depuis l'Antiquité grecque, les penseurs, les philosophes à l'époque, les physiciens ensuite, les astronomes, ont imaginé que le Soleil ne devait pas avoir le privilège, ne devait pas être unique à avoir le privilège d'être entouré d'un cortège planétaire. Et donc c'est grâce à notre collègue Michel Mayor de l'Observatoire de Genève qu'il a découvert en fait la première étoile à être entourée d'une planète. Donc c'est ça une exoplanète, c'est une planète qui gravite autour d'une étoile autre que le Soleil. Aujourd'hui, donc c'est 25 ans après sa découverte, presque 30, on connaît 4000 étoiles qui sont entourées d'exoplanètes. Et quand je dis 4000, ça concerne un tout petit volume autour de notre Soleil. Alors que le satellite Gaïa sonde la quasi-totalité de la galaxie, là, pour la recherche d'exoplanètes, on a sondé une toute petite fraction de notre galaxie. On a déjà trouvé 4000 étoiles entourées d'exoplanètes. Ce qui veut dire que la conclusion naturelle, c'est qu'il y a énormément d'étoiles qui sont entourées d'exoplanètes. Le problème, c'est qu'elles sont tellement loin. Enfin, loin, tout est relatif, comme disait Albert, loin dans le sens, loin à la vitesse d'une fusée humaine, 11 km par seconde, pour parcourir, c'est quoi là, on parle de, grosso modo, si mes calculs sont exacts comme ça, de tête, on parle de 10 milliards de kilomètres, 10 milliards de kilomètres pour l'étoile la plus proche, on va dire, c'est l'ordre de grandeur, à la vitesse de 10 km par seconde, faites le calcul, ça fait 1 milliard de secondes. Je suis content que tu aies donné la réponse parce que quand tu as dit faites le calcul, on s'est regardé en mode non. Donc voilà, donc on parle de, grosso modo, on parle de milliers d'années, il faudrait refaire le calcul plus précisément, mais on parle de milliers d'années pour atteindre les étoiles les plus proches. Donc, conclusion, il n'y a pas de plan B si la Terre devient invivable. Que les choses soient claires. Pendant nos recherches, justement, on est tombé sur le cas de Proxima B. Oui. Qui a été découverte en 2016, il me semble, oui. Et qui a fait particulièrement parler d'elle parce qu'elle aurait des conditions semblables, entre grosses guillemets, à celles de la Terre. Et en fait, dans l'article que j'ai lu, c'était si on prend la sonde la plus rapide qui va à 17 km par seconde, il faudrait en fait 78 000 ans pour atteindre Proxima B. Et justement, qu'est-ce qu'on entend par conditions propice à la vie, en fait, pourquoi qu'est-ce qu'a Proxima B? D'habitabilité, ouais. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Je sais pas si ça je pense que ça existe. Oui, c'est ça, c'est la zone, il faut que la planète soit dans une zone habitable autour de son étoile. Qu'est-ce qu'on entend par zone habitable? C'est une zone dans laquelle la température à la surface de la planète va se situer entre 0 Celsius et 100 degrés Celsius, là où l'eau est liquide. Ok. Mais bon, le problème, c'est que c'est un biais. Parce que là, on pense à des conditions d'habitabilité pour des organismes semblables à ceux qu'on connaît sur Terre, c'est-à-dire dont la biologie, le métabolisme est basé sur la chimie du carbone et utilisant comme solvant de l'eau liquide. Mais vous savez, des astrophysiciens comme Fred Hoyle, qui était l'un des plus brillants du XXe siècle, a écrit avec son fils Geoffrey, il a écrit des livres de science-fiction, dont un livre qui s'appelle Le Nuage Noir, que je recommande vivement, dans lequel il imagine une forme de vie totalement différente de celle de la vie terrestre. Et donc, quand on parle de planète habitable, on parle de conditions
conditions propices à une vie de type terrestre, mais rien ne nous dit qu'on ne peut pas envisager qu'il n'existe pas des vies totalement différentes de la vie sous forme terrestre. Et donc l'ouvrage de Fred Hoyle, qui s'appelle Le nuage noir, est un bel exemple de vie complètement différente. Voilà. Et donc là, les conditions pour l'apparition d'autres types de vie, elles sont juste inconnues, puisque ces autres formes de vie nous sont inconnues. Et je reviens juste sur le chat une demi-seconde. Agipol qui, au moment où on parlait de la modestie européenne, ou en tout cas belge, disait que notre pays a vu naître Georges Lemaître et on ne dit jamais rien. Et on peut peut-être rappeler ce qu'a fait Georges Lemaître. Oui, donc Georges Lemaître, c'est le découvreur du concept du Big Bang. Le terme Big Bang a été inventé précisément par Fred Hoyle, dont je parlais, mais c'est Georges Lemaître qui a été le premier à trouver des solutions aux équations d'Einstein, des équations de la relativité générale, qui décrivent la géométrie de l'univers dans son ensemble, et qui a découvert qu'il existait des solutions en expansion, donc c'est-à-dire des solutions dans lesquelles la trame de l'espace-temps qui constitue notre univers s'étend. Et donc, si on remonte le temps, dans un univers en expansion vers le futur, dans le passé, il devait être forcément beaucoup plus compact, beaucoup plus petit. Et en fait, le terme originel, c'est le terme atome primitif, parce que l'abbé Lemaître a imaginé qu'effectivement, à l'instant initial, l'univers devait être une singularité, c'est-à-dire toute la masse devait être concentrée dans un volume extrêmement petit. Donc c'est Georges Lemaître qui a découvert ça. Et ce n'est pas tout à fait vrai que, disons, on passe totalement, que la Belgique passe totalement inaperçue sur l'échiquier scientifique international. L'Union astronomique internationale, qui est l'organe officiel qui fédère les efforts en astronomie, a décrété récemment que la loi de Hubble devait être renommée la loi de Hubble-Lemaître. Voilà. Donc Lemaître a reçu la reconnaissance qu'il méritait. Alors on a parlé des critères d'habitabilité d'une planète, on a dit que le voyage c'était quelque chose d'un peu inaccessible pour l'instant, mais imaginons qu'on puisse voyager jusqu'à une planète, ou même imaginons qu'on voyage vers Mars. Le voyager dans l'espace, c'est pas quelque chose d'anodin en fait. La pesanteur, par exemple, fait que les muscles des jambes sont particulièrement peu stimulés. On dit par exemple aussi qu'on vieillit plus vite dans l'espace. Est-ce que c'est vrai et comment ça s'explique tout ça? Bon, on va essayer de sérier les problèmes. Bon, il y a les problèmes effectivement d'atrophie musculaire qui sont bien réels. Mais c'est pas le pire. En fait, le pire, c'est l'exposition aux rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont des particules à haute énergie qui traversent l'univers en provenance des phénomènes très énergétiques comme les explosions de type supernova, comme les noyaux de galaxies actives qui accélèrent des particules à très grande vitesse. Et sur Terre, on recueille ces particules, des détecteurs qui sont embarqués sur les satellites ou même au sol. On a des détecteurs qui mesurent ce flux de particules. Heureusement, notre atmosphère nous protège de ces rayonnements qu'on appelle aussi en médecine les rayonnements ionisants. Ils sont dangereux pour nos cellules parce que si ces rayonnements touchent nos cellules, en particulier les cellules reproductrices, les spermatozoïdes ou les ovules, ils peuvent faire muter les cellules. Le matériel génétique contenu dans ces cellules, et donc peuvent conduire à des malformations. Et donc, en outre, peuvent déclencher des cancers, avec une échelle de temps, disons, de quelques dizaines d'années. Donc, un astronaute jeune qui fait un voyage interplanétaire, il a un risque considéré comme inacceptable par l'Organisation mondiale de la santé de développer un cancer sur son espérance de vie. Et donc le risque inacceptable, c'est, je sais pas, quelques pourcents, voire une dizaine de pourcents. Une chance sur 10, quoi. Donc ça, c'est considéré comme inacceptable, à juste titre, évidemment. Quelqu'un comme Dirk Frimodt, qu'on a eu l'occasion, donc notre astronaute belge, enfin l'un de nos astronautes belges, le premier d'entre eux, il m'a dit, à l'occasion d'une rencontre, il m'a dit, moi, il n'y a pas de problème, à l'âge que j'ai, je peux aller vers Mars, je risque pas grand-chose.
je serais mort d'autre chose que du cancer qui risque de se développer à cause de mon exposition au rayonnement ionisant. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très peu connu du public, c'est justement ce danger terrible des rayonnements ionisants qui seront la cause de cancer pour les voyageurs. Donc personnellement, je l'affirme haut et fort, je ne suis pas candidat pour un voyage sur Mars. Oui, mais je connais des candidats que je peux proposer. Ah. Mais je ne citerai pas. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Je ne les citerai pas, mais j'en connais quelques-uns que j'aimerais bien avoir envoyés là-bas. Avant de continuer, on salue Présigios et Fralus qui nous ont rejoints dans le chat. Ça fait plaisir de les voir et Présigios te trouve fascinant, donc on est ravis que l'entretien vous plaise dans le chat. Et justement, en parlant de voyage interstellaire... je pense que tu lis dans mon esprit là, parce que je pense que la question que tu vas poser, j'allais la poser aussi. On est connectés. Parfait. On voit que il y a certaines personnes qu'on peut citer, Elon Musk, Jeff Bezos par exemple, qui vendent à terme des voyages du tourisme spatial. Du tourisme spatial. Mais finalement, est-ce que voyager dans l'espace, ça pourrait être accessible à tous et à toutes, peu importe les conditions physiques? C'est un scandale. Comme disait quelqu'un en France. Qu'on ne citera pas non plus. Qu'on ne citera pas. C'est un scandale parce que ça veut dire qu'on va de nouveau déployer des ressources insensées pour du tourisme spatial. Ce qui est insensé aussi, c'est que on devrait prôner la sobriété énergétique, qu'on ne le fait pas. Au contraire, on n'interdit pas les publicités, qui à elles seules sont tout sauf sobres en matière d'énergie. Et le tourisme spatial, c'est un grand scandale. Et c'est un grand scandale que d'imaginer, donc, je veux dire, pour les raisons aussi que j'ai dit tout à l'heure, le rayonnement ionisant. C'est dangereux de toute façon. C'est dangereux de toute façon. Je veux dire, le personnel navigant de nos avions de ligne est exposé à ce rayonnement. Et donc, pour eux, déjà, c'est dangereux. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, multiplier. Mais je pense que, surtout, il faut rester sobre, je veux dire, il faut rester raisonnable. Et un scientifique français disait c'est pas parce que quelque chose est possible qu'il faut le faire. C'est pas parce que quelque chose est techniquement possible qu'il faut le faire. Il faut réfléchir avant d'agir. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu, comment dire, pas antinomique, mais on a tendance à croire que la recherche et la science, ça pousse toujours vers du développement technologique et aller plus loin. On n'est peut-être plus dans ce paradigme-là aujourd'hui. Ben non. Je veux dire, on doit aujourd'hui utiliser la science pour éviter la catastrophe écologique, économiser les ressources. Je veux dire, c'est vers là qu'on doit faire porter les efforts de la science. Et malheureusement, je suis très inquiet et très triste de la manière dont la science est utilisée à des fins... enfin, la technologie découlant de la science est utilisée aujourd'hui. Je veux dire, ce qui était au départ une pure curiosité naturelle de quelques êtres humains, finalement, donne à l'humain des possibilités démesurées par rapport à son éthique. C'est ça le problème, c'est le décalage entre l'évolution éthique et, oserais-je le mot, spirituel de l'être humain et ses capacités technologiques. Il y a justement Lisa dans le chat qui nous dit un bon scientifique pense à l'éthique avant tout. Et je pense que, enfin, voilà, ça... Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ah oui, exactement, exactement. Qui a dit ça déjà? C'est Rabelais dans Pantagruel. Voilà. Mes références. 1500 et quelques. Et des les poussières. cours qui reviennent. Ouais. Mais, je ne sais pas si tu penses la même chose que moi, mais en fait, ce côté éthique et la science doit prévenir, etc., ça me fait penser à un film en particulier. Ça me fait penser à Don't Look Up, qui était sorti sur Netflix il y a quelques temps, où les scientifiques alertent sur une menace qui arrive sur la Terre, à savoir une comète qui va détruire la planète. Et au final, ils ne sont pas écoutés. C'est une fable du réchauffement climatique, hein, le degré de lecture le permet de le savoir. Est-ce que, et ça c'est peut-être une question un peu plus concrète, est-ce que ce scénario est un scénario plausible pour la fin de notre civilisation et de notre planète, par exemple? Bien entendu, les Gaulois avaient raison, par tout Atis, le ciel va nous tomber sur la tête. C'est évident, et au point que
Le problème est considéré tellement sérieusement que la communauté astronomique a mis en place des programmes de surveillance automatique du ciel, qui balayent le ciel en une semaine, je pense, et qui ont pour objectif de détecter des objets potentiellement dangereux. Les objets potentiellement dangereux sont des objets de 10 mètres, 100 mètres, qui sont sur une trajectoire de collision. Alors on entend maintenant très souvent dire voilà, il y a un astéroïde qui va frôler la Terre. Bon, ça c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est le jour où on dira un astéroïde est sur une trajectoire de collision. Alors ça s'est passé il y a 20 ans. Le bien nommé Apophis, évidemment. Apophis, c'était le dieu du panthéon égyptien qui voulait tuer Osiris chaque nuit. Donc Apophis est un astéroïde qui était potentiellement sur une trajectoire de collision avec la Terre le 13 avril, ma mémoire me fait défaut, 2027 ou quelque chose comme ça, je ne suis plus tout à fait certain, et aussi le 13 avril 2036. Non, ça devait être 29 et 36 parce que s'il a une périodicité de 7 ans. Et donc, pendant toute une période, on a été inquiet parce qu'on se disait, oui, il y a dans la barre d'erreur de la trajectoire se trouve la Terre. Et donc on a craint. Et puis, les observations se sont affinées et aujourd'hui, le danger est écarté. Cependant, ça ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, le danger ne va pas se produire. Et je peux même prédire, grâce aux travaux des satellites comme Gaïa et son prédécesseur Hipparcos, on a découvert une étoile qui va nous atteindre dans 1 million d'années. Bon, à l'échelle de la Terre, c'est demain. Oui, mais à l'échelle de nous, c'est dans un bon moment. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, elle ne va pas entrer en collision directe ni avec nos planètes, ni avec le Soleil, mais elle va jouer le rôle d'une comment s'appelle, une boule de bowling dans un jeu de quilles. Super. C'est super. Et les quilles, c'est quoi les quilles? C'est précisément les noyaux de comètes. Les noyaux de comètes qui sont très très loin du Soleil. Et cette étoile, dans 1 million d'années, va traverser ce réservoir de comètes et, ce faisant, elle va perturber ces noyaux cométaires qui sont aujourd'hui gentiment au frigo, qui restent sur des orbites circulaires à grande distance du Soleil. Mais lorsque l'étoile va traverser le nuage, qu'on appelle le nuage de Oort, Jan Oort est un astronome néerlandais qui a postulé l'existence de ce nuage. Aujourd'hui, on est persuadé de son existence. Et donc, cette boule de bowling va en fait envoyer des noyaux cométaires vers le système solaire interne, et sans aucun doute, il y a l'une ou l'autre comète qui va heurter la Terre, et ça va répéter ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années, lorsque la dernière extinction massive eut lieu, l'extinction des dinosaures, attribuable à la collision de la Terre avec un noyau cométaire d'une taille de 10 km. Dans l'histoire de la vie sur Terre, ce phénomène s'est reproduit à peu près avec une périodicité grosso modo de 50 millions d'années. On a d'autres extinctions massives qui se sont produites il y a moins 200 millions, moins 220, etc., mais qui sont moins connues du public parce qu'elles sont moins spectaculaires. Ce sont quelques coquillages qui ont disparu, mais à certains moments, dans certaines de ces extinctions, plus de 50% des espèces alors sur la Terre ont disparu. Donc c'est quelque chose qui rythme, ces collisions rythment l'évolution de la vie sur notre planète, et donc c'est certain que ça va se passer. Et donc... vous pouvez boire un coup, si vous voulez, boire un coup, pas de problème. Donc pour prévenir cet événement, on s'est dit, les astronomes se sont dit qu'il était essentiel de surveiller le ciel pour pour repérer à temps un objet potentiellement dangereux. Et on a des moyens d'action. J'allais dire, est-ce que c'est quelque chose de repéré, mais bon, si on peut rien y faire... Alors, ça dépend de quel délai on va disposer. Si on dispose de 10 ans, comme c'était le cas pour Apophis, on peut espérer faire quelque chose. Il y a d'ailleurs une mission de la NASA qui va être complétée par une mission de l'Agence spatiale européenne qui va tester une possibilité d'action pour dévier l'objet. Si on a 10 ans devant nous, ça peut fonctionner. Alors c'est soit
enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a un moyen cocasse qui est d'arrimer une voile d'1 km² à l'objet, et la pression exercée par la radiation du soleil va le pousser hors de la zone de danger. Mais là où je voudrais, les choses sur lesquelles je voudrais insister, c'est que ces missions de protection de la Terre, qui sont en fait une mission de protection de l'humanité et de toute la zoosphère terrestre, est mise en péril par un certain nombre de personnes, que cette fois je citerai, Jeff Bezos, Elon Musk, qui ont eu l'idée brillante, je suis ironique, de mettre en orbite, sur des orbites à relativement basse à moyenne altitude, on parle de quelques centaines de kilomètres d'altitude, des dizaines de milliers de satellites. Pourquoi? Pour fournir de l'Internet dans les déserts. Alors, les déserts, par définition, ils ne sont pas habités. Donc, franchement, leur business plan, je n'y comprends rien. Mais c'est un scandale, parce que, en fait, le nombre d'objets visibles à l'œil nu depuis la surface terrestre, le nombre d'objets artificiels va dépasser le nombre d'objets naturels. C'est-à-dire que le ciel, en tout cas au crépuscule et à l'aube, risque d'être dominé par ces satellites, puisque les plans actuels sont de 49 000, je pense, satellites pour la constellation Starlink, plus la constellation de Jeff Bezos, Starlink, plus... c'est Elon Musk. Starlink, c'est Elon Musk, oui. Puis il y a la même chose pour Amazon, Jeff Bezos. Puis il y a la même chose pour un consortium anglais. L'Europe s'y met, tiens. Donc on a fait des actions de lobbying auprès de l'Europe pour leur expliquer que c'était hyper dangereux, parce que ces satellites vont perturber les clichés que l'on prend pour nous protéger d'un impact potentiellement cataclysmique. Et donc, voilà, de nouveau, il n'y a que les astronomes qui sont comme des poules sans tête, qui s'excitent et personne ne les écoute. Je propose qu'on revienne un peu sur le sujet des astéroïdes, parce qu'il y a quelques années, il y en a un qui a un peu relancé quelques débats. On parle de l'astéroïde Oumuamua en 2018. Ça veut dire messager en hawaïen, parce qu'évidemment, on est bilingue ici, dans d'office, vous le savez. Qui a traversé donc notre système solaire, et ça fait grand bruit. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi? Oui, alors cet astéroïde donc, a traversé notre système solaire interne. Il est passé pas loin de la Terre, enfin pas loin, disons à l'échelle, il est passé dans des zones non dangereuses pour la Terre, mais et il venait d'ailleurs et est reparti ailleurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parlait tout à l'heure du nuage de comètes, réservoir cométaire aux confins de notre système solaire. Eh bien, cet objet-là venait d'encore plus loin, c'est-à-dire qu'il venait d'une autre étoile. C'était probablement un objet détaché d'un autre nuage cométaire, d'une autre étoile, autour d'une autre étoile, parce que sa trajectoire possédait trop d'énergie, enfin son mouvement possédait trop d'énergie pour rester lié au Soleil. Donc il avait assez d'énergie de mouvement, d'énergie cinétique, pour quitter le système solaire après y être entré. Et c'est la première fois qu'on détectait ce genre d'objet. Quand j'ai fait mes études, notre professeur de mécanique céleste nous disait il y a des solutions aux problèmes de Kepler, aux problèmes de Newton, des solutions à orbite hyperbolique, mais je ne vous en parle pas parce que ça n'existe pas. Et donc voilà, 2017, près de 40 ans plus tard, voilà, découverte du premier objet sur une orbite hyperbolique, donc venant d'ailleurs et repartant ailleurs. Et donc ça fait grand bruit parce que ça veut dire qu'il y a des moyens de contact entre étoiles. Et ça veut dire, ça offre un éclairage tout à fait intéressant sur les origines de la vie sur notre planète. Pourquoi? Parce que on sait que dans le nuage de comètes se trouvent des objets possédant des acides aminés, qui sont les briques élémentaires de la vie, comme on sait.
Et ces briques ont pu ensemencer la Terre, et donc l'expérience de Urey Miller qui visait à essayer de produire ces briques par de l'énergie électrique, les éclairs, dans une soupe prébiotique, n'ont pas lieu d'être, potentiellement, parce que ces briques ont pu être amenées par des astéroïdes. Et dès lors que maintenant on détecte un astéroïde qui va d'étoile en étoile, il peut apporter les briques de la vie d'étoile en étoile. Et donc, en fait, la vie aujourd'hui, on peut la voir comme une pollution de la galaxie. Une pollution de la galaxie ? Oui. Quelque chose qui se transmet. C'est quelque chose qui se transmet. Okay. C'est vrai que c'est une façon de voir qui est hyper intéressante et qui remet beaucoup de choses en question. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si j'ai bouclé le fil de mon raisonnement, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, je fais... Ah oui, je voulais quand même ajouter quelque chose, oui. Bien sûr, pourquoi ça fait grand bruit? Donc bon, il y a tout cet aspect lié à la problématique de la vie extraterrestre, mais il y a surtout quelque chose qui a attiré l'attention de la communauté astronomique, c'est qu'en fait, lors de son départ du système solaire, l'objet, Oumuamua, allait trop vite. C'est-à-dire que le Soleil le freine, puisque le Soleil attire les corps, donc le Oumuamua devait quitter le système solaire avec une trajectoire, disons, qui ralentit, un mouvement qui ralentit. Mais il s'est avéré que ce ralentissement n'était pas celui prédit par les théories de la mécanique céleste usuelle, de la mécanique de Newton. Et donc, ça veut dire que l'objet possédait un système de propulsion. Alors, ce système de propulsion, il pouvait soit être naturel, comme dans le cas des comètes, par exemple, le dégazage de la comète, donc le fait que le noyau cométaire éjecte son gaz, eh bien, ça joue le rôle, comme dans une fusée humaine, une fusée terrestre, donc l'éjection de gaz dans une direction propulse la fusée dans l'autre. Et c'est la même chose pour les comètes. Le chauffage du Soleil fait fondre la glace, qui se transforme en vapeur, qui se dirige vers le Soleil et qui propulse donc la comète dans la direction opposée au Soleil. Donc c'est un moyen de propulsion de la comète qui effectivement s'éloigne du Soleil avec un mouvement plus rapide que ce que ne prévoient les lois purement de la gravité. Et donc, face à Oumuamua, on avait deux possibilités pour expliquer ce mécanisme de cette origine de la propulsion, soit une activité cométaire, mais une activité cométaire s'accompagne d'une queue cométaire. La comète, c'est un mot grec qui veut dire un astre chevelu, en grec. Et donc, voilà, c'est un astre avec une grande queue, mais ce n'est pas observé pour Oumuamua. Et donc, alors aujourd'hui, un collègue m'a dit qu'aujourd'hui, dans la revue Nature, il y avait eu une autre explication avancée qui fait appel à des réactions chimiques, en fait. Voilà, c'est paru, je pense, aujourd'hui dans Nature. Alors, il y a eu notre collègue directeur de l'Institut d'astronomie d'Harvard, Avi Loeb, qui, lui, il a frappé fort, parce qu'il a écrit un livre dans lequel il dit, en fait, voilà, c'est un vaisseau type Star Trek, voilà, bon. Alors, évidemment, ça... Oui, évidemment. Mais comme disait Conan Doyle, dans la bouche de son héros Sherlock Holmes, à affirmation extraordinaire est liée une preuve exceptionnelle, exceptionnellement convaincante. Donc voilà, si on fait l'annonce que Oumuamua pourrait possiblement être un vaisseau d'origine extraterrestre, il faut avancer les arguments suffisamment convaincants pour le prouver. Alors, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été tout à fait clair dans le chat. Margella qui demande si le système solaire attire les corps par sa chaleur. Une précision non, il attire, le Soleil attire les corps par sa gravité, par sa force de gravité. Et est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? La force de gravité? Ouais. La force de gravité, je ne sais pas si c'est... Vas-y, un jour, une pomme dans un arbre. La force de ça, c'est ça la force de gravité. Le fait que tout est attiré vers le centre de la Terre. Donc, en fait, la matière a une propriété qu'on appelle la masse gravitationnelle, qui réagit à une force qui est une action à distance entre deux
objets matériels massifs, donc qui possèdent cette propriété de masse gravitationnelle, ces deux objets vont s'attirer l'un l'autre. Et donc c'est ce qui explique la chute des corps sur la Terre. Donc nous, tous les corps ici à la surface de la Terre sont attirés vers le centre de la Terre. Et donc c'est la même chose pour la Lune. Ça c'est Newton qui l'a découvert. La Lune, elle n'arrête pas de tomber vers la Terre, sauf que comme elle a eu au départ une vitesse rasante, tangentielle, elle tombe vers la Terre, mais chaque fois elle rate la Terre parce qu'elle la dépasse et donc elle tourne autour de la Terre. Mais en réalité, tout se passe comme si elle... Enfin, c'est le même processus que si elle tombait en permanence vers la Terre. Pareil pour la Terre et le Soleil. La Terre est constamment attirée vers le Soleil. Elle ne peut pas tomber dessus parce qu'elle a au départ une vitesse tangentielle et donc elle essaye de tomber, mais son mouvement transverse la fait rater chaque fois le Soleil. Donc c'est ça une histoire d'échec, exactement, on peut le dire. Et la seule fois où ça réussira, on sera vraiment... on sera mal. On sera très mal. Oui, il y a beaucoup de réactions dans le chat, je voulais juste revenir, on ne le voit plus, mais au commentaire de Nanou Dadi d'ailleurs, merci pour ton follow, on t'a pas remercié tout à l'heure, mais ça fait super plaisir, et qui trouvait encore une fois l'échange très intéressant, donc ça fait plaisir des retours comme ça. Je t'avoue que je ne sais pas tout lire d'où je suis. Ouais, Margella qui dit merci Alain, justement elle avait posé la question, et visiblement c'est beaucoup plus clair pour elle. Après, c'est Joss qui demande si tu as vu déjà l'exoconférence d'Alexandre Astier et si oui, qu'est-ce que tu en penses? On sait jamais. Non, je ne l'ai pas vu. On n'a pas vu. Bon, alors on va passer à la suite. D'autres réactions. Ce qui est passionnant, c'est que ce soit une science qui date de l'Antiquité, c'est plus que génial. Elisa qui dit que tu aimes beaucoup les citations. La culture, c'est comme la confiture, mais on en a pour son métal. Et humble avec ça. L'humilité européenne, voilà, on y revient. La boucle. Voilà. En fait, je sais pas si tu voulais dire quelque chose. Moi, je vois la dernière question. Exactement, on pensait à la même chose. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Bon, voilà. Pour répondre à une question qui, je pense, taraude un peu tout le monde, surtout quand on a parlé de l'astéroïde Oumuamua. Est-ce qu'on peut penser du coup qu'il existe quelque part ailleurs une vie extraterrestre intelligente peut-être? Et est-ce que tout ça peut nous y faire penser en tout cas? Alors l'intelligence, d'abord il faut essayer de la définir. Et je ne sais pas si la vie sur Terre peut être qualifiée d'intelligente. Ça c'est mon opinion. Alors je donne un cours d'introduction à l'astronomie ici dans cette université pour la faculté des sciences, toutes les sections. Et je fais un sondage systématiquement, puisque j'aborde le sujet de la vie extraterrestre. Je demande à mes étudiants de lever la main, que ceux qui estiment que nous ne sommes pas seuls dans l'univers lèvent la main. Et chaque année, c'est le même score, c'est 95% des étudiants qui entrent à l'université en faculté des sciences imaginent que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et c'est aussi mon sentiment, mais d'autant plus que j'ai avancé une partie des arguments que j'ai résumés en disant la vie c'est une pollution de l'univers, une pollution dans l'univers. Mais j'ai pas complètement développé l'argument, mais je veux dire on pourrait le faire. Donc une fois que la vie est apparue quelque part, elle risque fort bien de se propager. Donc oui, maintenant la question de l'intelligence. Alors je vais peut-être faire un commentaire là-dessus parce que je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Alors moi j'aime beaucoup l'Orient, j'aime beaucoup les civilisations orientales, en particulier leur aspect spirituel. Et quand je compare l'Orient et l'Occident, force est de constater que les deux civilisations ont évolué de manière très différente. La civilisation occidentale a évolué en essayant de maîtriser le monde extérieur, d'imposer sa domination sur le monde extérieur, c'est la technologie, c'est la science. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est quand mes collègues physiciens parlent de la grande unification, en cherchant la théorie qui unifie les 4 interactions fondamentales, gravitationnelles, dont on vient de parler, électriques, fortes et faibles, et ils oublient l'essentiel. Et où est la conscience dans tout cela? La conscience, est-ce que c'est pas une des propriétés les plus fondamentales de notre univers, la présence de la conscience? L'Occident l'Occident matérialiste et technologique a tendance à totalement oublier la conscience. Et pour moi, la théorie de grande unification,
c'est la théorie qui va unifier la physique qui va faire entrer la conscience dans la physique, ou peut-être la physique dans la conscience. Et donc, maintenant, je continue ma comparaison avec la civilisation orientale. Qu'ont fait les Orientaux? Pour les Orientaux, les Chinois en particulier, la notion de loi fondamentale de l'univers, telle que la physique les comprend, ça n'existe pas, en fait, dans la civilisation orientale. Par contre, ce qui existe, c'est la conscience, et c'est l'introspection, le regard tourné vers l'intérieur, plutôt que le regard tourné vers l'extérieur. Et donc, si on prend les civilisations orientales, on voit que les sages les plus avancés dans la civilisation orientale passent leur temps à méditer. Ils passent des semaines à méditer. Et donc, comment voulez-vous que nous détections une civilisation avec des sages qui méditent à longueur d'années, parce qu'ils ne sont pas détectables. Et donc la vie peut prendre des chemins très très différents. Il suffit de regarder la civilisation occidentale et la comparer à la civilisation orientale de notre petite planète. Et on voit que voilà, ça peut donner des tas de résultats très différents. Et donc voilà, si on a face à nous sur une quelconque exoplanète, une civilisation de type oriental qui passe son temps à essayer de se connaître, connais-toi toi-même, hein, disait Socrate, passe son temps à tourner son regard vers l'intérieur en disant « mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Quel est le but de la vie? Quel va être le devenir de la conscience? Est-ce que la conscience s'arrête après la mort ou pas? Est-ce qu'elle continue? Est-ce que la conscience est éternelle? Est-ce qu'il y a de la conscience dans les atomes, dans les particules élémentaires? Toutes questions qui sont tournées en ridicule par bon nombre de physiciens, je veux dire, mainstream. Bien sûr, oui, j'étais aussi un peu suspendu à ces paroles. Le temps file, mine de rien. Oui. Tempus fugit. Oui, du latin, du grec, du mandarin, on aura tout eu ce soir, de l'hawaïen, etc. Juste avant que tu nous quittes, Alain, on peut te retrouver en cours quelque part, où, quand, comment, avec qui? Oui, alors ce n'est pas moi seul qui suis à l'origine de cette initiative, c'est mes collègues en fait, du service d'astrophysique de l'université ici à l'ULB. Donc on organise en fait depuis très longtemps, c'est pas nous, en fait ça remonte à Adolphe Quetelet, je ne sais pas si quelqu'un connaît Adolphe Quetelet, mais à Bruxelles il y a une place Quetelet. Statistique, il n'a pas fait quelque chose en stats? Absolument, c'était un grand statisticien. Absolument. Absolument. Mais cours d'histoire. Tout à fait. Donc il y a une place Quetelet, je pense à Saint-Josse ou Schaerbeek, en l'honneur de M. Adolphe Quetelet, qui était l'astronome royal des Pays-Bas en 1823, avant que la Belgique ne soit créée. Donc le roi des Pays-Bas avait délégué dans les Pays-Bas méridionaux, la Belgique, la future Belgique, un astronome pour éduquer la population belge à cette science qu'est l'astronomie. Et c'est à cette époque que remonte notre cours public qui est encore en activité aujourd'hui. C'est Quetelet qui l'a lancé. Il a suivi un parcours, le cours a suivi un parcours assez compliqué. On est passé par l'Athénée Cato, la ville de Bruxelles. Puis aujourd'hui, c'est le Conseil de l'éducation permanente de l'ULB, donc voilà, le CEPUL, l'université des aînés, disent certaines autres universités sœurs. Donc c'est dans ce contexte-là que nous délivrons 20 leçons d'astronomie à l'intention du public. Avant la pandémie, on avait 200 personnes environ, tous les mercredis à 18h, pendant la période d'hiver, donc c'est entre le dernier mercredi de septembre jusqu'au dernier mercredi de mars, grosso modo, on suit le calendrier de l'école secondaire. Donc on a 4 modules de 5 leçons, donc au total 20 leçons entre début octobre et fin mars, et on y donne des leçons sur des sujets très variés de l'astronomie et de l'astrophysique. Et si les auditeurs intéressés peuvent consulter par les moteurs de recherche cours public d'astronomie ULB, et ils trouveront toutes les informations
et le programme des cours. Parce qu'on a grand besoin de dynamiser. Après la pandémie, on est tombé à 50 auditeurs en venant de 200. Donc voilà. On mettra tout ça compte sur sur Discord, vous. en tout cas, et même dans le chat. Si et c'est un cours qui a un niveau de l'école secondaire supérieure, même s'il se donne à l'université. Il n'est pas vraiment de niveau universitaire, mais il vise à finalement promouvoir la science astronomique auprès des jeunes et des moins jeunes. Voilà, dans le chat, j'espère que tout le monde a bien pris note de ça. Et on mettra toutes les infos qu'il faut et dans le chat et dans le Discord. Je tiens encore à souligner le fait que dans le chat, on nous dise que le sujet soit très intéressant. Donc, on a même suggéré une émission spéciale uniquement avec Alain. 3 heures d'astronomie, d'astrophysique. Mais en vrai, un petit live chill à côté sur ce sujet-là, ça se fait. Bien sûr, parce qu'il y a encore plein de sujets, même des plus pointus. Hein. Je vois qu'Agipol parle des ondes gravitationnelles, etc. Oui, les ondes gravitationnelles, ça c'est la grande découverte des 10 dernières années. Hein. Voilà. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on devra aborder un autre soir. Bien sûr, il y a un télescope d'ailleurs, Einstein, que la Belgique est en bonne place pour le construire. Aux 3 frontières, entre les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. On espère que la Belgique sera le pays hôte du télescope Einstein qui visera à détecter les ondes gravitationnelles. Et je pense qu'on refera une émission là-dessus. Merci beaucoup Alain de nous avoir parlé de tout ça. C'était hyper intéressant. Super intéressant. On va encore...